Ça fait une semaine que je teste l'iPhone 15 Pro Max, et vous savez, on s'appelle Frandroid, moi j'utilise plutôt des Android d'habitude, mais là, faut admettre que ça marche quand même pas mal leur truc. J'ai été plutôt séduit. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à l'iPhone 15 Pro Max parce que c'est lui qui concentre vraiment toutes les nouveautés. Mais ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo, on va aussi parler du 15 Pro et de ses spécificités. Alors attention, révolution cette année, Apple a légèrement arrondi ses tranches, ça change vraiment tout, c'est un tout nouveau design. iPhone 15 has an all-new design that's simply gorgeous. Non, blague à part, même si ça améliore peut-être un petit peu la prise en main, la vraie révolution c'est vraiment le titane cette année. Il y a un vrai effet waouh, tout le monde vous l'aura dit, tout le monde vous l'aura écrit, et c'est vrai, quand on le prend en main, on hallucine à quel point il est léger. Si on rentre dans les détails, il est même 13 grammes plus léger qu'un S23 Ultra. 13 grammes ça n'a l'air de rien, mais sur des produits qui pèsent plus de 200 grammes, bah écoutez, on sent vraiment la différence. Ça donne un smartphone qui est vraiment très grand, avec tout le confort qu'on peut avoir avec, un grand écran, une meilleure autonomie, mais on n'a pas forcément l'impression d'avoir un paquebot entre les mains, on est quand même dans quelque chose d'assez confort, on n'a pas ce poids quand on le tient longtemps entre les mains. Quand on compare avec le 14 Pro Max de l'année dernière, c'était beaucoup plus massif, beaucoup plus une brique, là on a vraiment perdu cet aspect-là. Si on va un peu plus dans le détail, par rapport au 14 Pro Max qui avait de l'acier sur son cadre, là le titane, il y a un côté un peu moins froid, un peu plus chaleureux. Même chose au niveau des finitions, on est sur quelque chose d'un peut-être un peu moins bling bling que l'année dernière, on est sur un métal brossé, mat, c'est plus sobre, c'est plus joli je trouve, et je pense que la plupart des gens à qui j'ai montré les deux téléphones vont avoir tendance à préférer le 15 Pro Max. Alors le titane apparemment c'est un défi technique même pour Apple, étant donné que a priori c'est un petit peu plus difficile à colorer. On le voit d'ailleurs dans le fait qu'ils ont proposé un coloris titane naturel, et ils ont peut-être bien fait parce que moi je constate sur ce coloris bleu déjà deux petits soucis. J'ai déjà une légère rayure en bas, juste en dessous de l'écran, ce qui révèle derrière la couleur du titane tout simplement. Et comme beaucoup de gens, j'ai déjà des marques un peu de graisse autour, notamment des boutons. Il suffit de prendre un chiffon, ça part tout de suite, mais bon voilà, vous n'allez pas non plus passer votre vie à passer un chiffon sur votre iPhone, et donc vous allez a priori avoir ces marques régulièrement sur votre téléphone. À moins que vous utilisiez une coque, et d'ailleurs je vous conseille de le faire parce que d'après les tests de durabilité qu'il y a déjà eu sur YouTube, le 15 Pro Max serait peut-être un peu moins solide que son prédécesseur. Après tout, ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, ça reste du verre, le verre ça casse, et donc là ça a l'air d'être un petit peu moins solide que l'année dernière. Bon, qui dit Pro Max dit évidemment écran gigantesque, ici il fait 6,7 pouces, et laissez-moi vous dire que niveau qualité, bon ça se place là, c'est un iPhone, c'est évidemment un des meilleurs écrans du marché. Moi j'utilise un S23 Ultra au quotidien, je vois pas une énorme différence, voire j'en vois pas du tout. Ces deux écrans qui t'en mettent plein la vue, tu prends un pur kiff quand tu regardes des trucs dessus, vraiment là-dessus y a pas de souci. Bon, s'il y avait pas une énorme pilule noire sur le côté de l'écran, on prendrait aussi. Ceci étant, on va pas se plaindre parce que cette année on a gagné encore un petit peu en confort de visionnage étant donné qu'ils ont réduit les bordures et ça permet de se sentir un petit peu plus en immersion, un petit peu moins étriqué dans des grosses bordures noires, c'est toujours agréable. Bon, il y a quand même un élément qui a changé sur le design dont on n'a pas encore parlé et qui se remarque pas forcément tout de suite, c'est le changement de port. On est passé sur l'USB-C, ciao le Lightning, on te regrettera pas. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est un changement qui est à la fois très important et qui en même temps va pas non plus révolutionner l'utilisation du smartphone. Vous allez juste changer de chargeur, vous allez pas avoir plus de vitesse de charge. En revanche, quand vous allez voyager, par exemple, vous allez toujours trouver un petit USB-C qui traîne pour pouvoir charger votre téléphone. Dans votre famille, ça va être plus simple aussi pour changer de chargeur avec vos proches. Et ça va s'arrêter là. En revanche, pour les petits malins du fond qui ont envie de brancher plein de trucs sur leur téléphone, de bidouiller, etc., là on parle. Bon, soyons un tout petit peu technique, l'USB sur les iPhone Pro, c'est de l'USB 3, ça veut dire qu'il a une meilleure vitesse de transfert. Donc si vous voulez sortir des rushs, des photos, à n'en plus finir sur un PC, et bah vous allez gagner beaucoup de temps. C'est pas le cas de l'iPhone 15 qui lui se cantonne à de l'USB 2 et c'est exactement la même vitesse que sur le Lightning d'auparavant. Autre petit truc très rigolo qu'on peut faire maintenant qu'on est passé en USB-C, c'est de brancher un clavier, un dock, un écran. Voilà, il y a tout cet univers qui s'offre à vous. Moi je me vois déjà par exemple avoir un câble USB-C branché sur ma télé qui vient jusqu'à moi sur le canapé. Et quand je suis en voyage, j'emmène un petit écran avec moi. Quand je suis chez un pote et que je veux lui montrer des photos, hop, il a un dock, je me branche. Voilà, on peut imaginer plein de trucs. Et j'irai même plus loin, ça peut même servir un petit peu de console de jeu. Apple a beaucoup insisté dans sa conférence sur le côté gaming de l'iPhone, avec sa nouvelle puce A17 Pro, etc. Et force est de constater que c'est un peu le cas, et l'USB-C joue un grand rôle là-dedans. Nous par exemple, on a branché sur un dock l'iPhone 15 Pro, on a mis une manette dessus, et on a éclaté tout le monde sur Call of,
on a fait du 33.0, voilà, il n'y avait plus personne, et on s'est éclaté. Voilà, on voit une espèce de futur où le smartphone peut devenir une vraie console de jeu, et ça franchement c'est super plaisant. Il y a Resident Evil qui arrive, on n'a pas encore pu le tester, mais on voit quand même que ça y est, il y a ce futur-là du smartphone qui devient une vraie console qu'on peut brancher sur un grand écran, qui commence à s'imposer à nous avec une machine qui est capable de tenir les performances. En fait, on a l'impression qu'Apple se rapproche petit à petit de l'expérience qu'on peut avoir sur un smartphone Android, de bidouille, de pouvoir faire plein de petits trucs comme ça, de brancher, de voilà, de trouver un peu des usages. Ça reste Apple quand même, faut pas rêver. Je vais raconter une mésaventures qui m'est arrivée, je me suis dit, bon, c'est un USB-C, je branche un câble sur mon PC, je sors mes photos, j'avais 250 photos à sortir, je les vois dans l'explorateur de fichiers, parfait, je les prends, je les envoie dans un dossier, transfert en cours, magnifique. Je me dis, oh là là, c'est formidable, c'est comme n'importe quel smartphone, Apple est dans le futur ou dans le présent, ça fait très plaisir. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois ma petite icône de transfert m'indiquer un temps de transfert de 1 jour. Et oui, et là je me dis, ça n'est pas possible. Le transfert, il a foiré. Au bout d'un moment, il m'a dit erreur, salut, c'est ciao. Je vais voir mes photos, je me dis bon, il en a quand même transféré quelques-unes, je vais peut-être pouvoir reprendre au milieu, etc. Ah non, 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 il a tout foiré. J'essaye d'ouvrir une photo, elle faisait 0 KO, donc elle pesait rien. Et ma visionneuse photo de Windows me disait, je connais pas, qu'est-ce que tu fais frère, je peux pas ouvrir ta photo quoi. Donc, je recommence, à nouveau une erreur, j'ai fait ça 3 fois, au bout d'un moment je me dis c'est pas possible. J'ai demandé à un collègue qui est un gros habitué d'Apple, et il m'a dit quoi? Il faut installer iTunes sur mon PC. Oui, iTunes en 2023, vous ne rêvez pas, car il manque apparemment des pilotes pour pouvoir sortir les photos. Et effectivement, j'ai refait l'essai sur un PC qui avait iTunes, et là ça marchait. Donc voilà, on n'en est pas non plus encore à la facilité d'utilisation d'un Android. Apple a encore un peu de travail à faire là-dessus. J'utilise Windows, et j'ai mis 1500 € dans un téléphone, j'ai envie de pouvoir sortir des photos tranquillement, sans me prendre la tête. Alors évidemment, j'aurais peut-être pu passer par iCloud, mais pareil, iCloud au bout de 5 Go, c'est saturé, il faut payer. Bon bref... Voilà, c'est pas des solutions, et quand j'ai mis 1500 balles dans un téléphone, j'ai pas envie de payer un abonnement pour juste sortir des photos quoi. Et encore moins d'installer un logiciel qui date des années 2000, faut arrêter. Alors évidemment, Apple m'aurait sûrement dit, si tu avais un Mac, ça aurait marché nickel, t'inquiète et tout. Mais bon, c'est un discours qui je trouve les arrange bien. C'est bien gentil l'écosystème quand effectivement ça rend les choses plus faciles, mais quand ça bloque des usages avec d'autres appareils, je suis désolé, c'est pas normal. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup joué avec ce téléphone, j'avais envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements, et parfois j'ai eu l'impression de le pousser peut-être un petit peu loin. Je veux dire par là que c'est un téléphone qui quand même chauffe pas mal. Alors je sais pas si c'est la puce qui chauffe plus que l'année dernière ou le système de refroidissement qui est moins bon. Est-ce que c'est le combo titane-aluminium qui peut-être est plus conducteur que l'acier de l'année dernière ? Est-ce que c'est l'intérieur du téléphone qui est moins bien conçu? J'avoue, j'ai pas la réponse. Ce qui est clair et net, c'est que c'est un téléphone qui chauffe quand même pas mal. Et moi ça m'inquiète un petit peu sur l'autonomie au long terme. Alors bien sûr, peut-être que le fait que je ressente plus de chaleur sur ce téléphone veut dire que la puce est mieux refroidie et qu'il y a une meilleure conduction, mais en même temps, on passe un petit peu, j'ai envie de dire, dans les frontières de l'inconfort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je joue et que je commence à me dire « Ah c'est chaud quand même, je suis pas très bien, etc. » Je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre qui ici est pas forcément bien réussi. Bon d'ailleurs, tant qu'on en est à parler de batterie, que vaut l'autonomie de ce 15 Pro Max? Bon, elle est, je dirais, ni impériale, ni horrible. Elle est juste ok, et franchement elle fait le taf. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux, je suis un petit peu déçu, je vous le cache pas. Je me suis amusé à démarrer ma journée à 80% parce qu'il le propose quand on lance la charge du téléphone, alors je me suis dit bah pourquoi pas. Ça veut dire qu'il est confiant le téléphone et qu'il sent qu'il va pouvoir tenir la journée. Alors oui, il tient la journée. J'ai terminé à 15% cette journée-là, avec un usage assez lourd. Le contrat est rempli, j'ai fini ma journée avec mon téléphone allumé, je n'ai pas flippé de l'autonomie, mais on va dire que c'est pas non plus une autonomie complètement dingo, où on va tenir 2 jours, pourquoi pas. On n'est pas du tout dans ce scope-là. Ça a tendance à baisser quand même pas mal, et j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu d'optimisation à faire. C'est difficile de comparer avec les iPhones de l'année précédente, ils étaient un peu moins bien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai utilisé le S23 Ultra pendant 8 mois, vous pouvez retrouver la vidéo ici, et les premiers jours où je l'ai utilisé, il avait tendance à tenir 2 voire 3 jours, donc il était vraiment incroyable là-dessus, et il a fini par durer 1 journée et demie. Là, on est sur un téléphone qui déjà est sur la journée, voire un peu plus, donc on peut peut-être un peu s'inquiéter dans 8 mois, qu'est-ce que ça va donner. Bon, bien sûr, peut-être qu'Apple d'ici là fera une mise à jour et qu'ils amélioreront les choses, on n'en sait rien, mais moi tout ce que je peux vous dire, c'est attention aussi sur l'autonomie, c'est pas ultra secure. Qui dit passage à l'USB-C dit nouveau câble de charge, et franchement ils ont l'air d'avoir fait du plutôt bon boulot. On est passé sur un câble tressé, et il n'y a pas photo, ça a l'air quand même beaucoup plus solide que ce qu'il y avait avant, qui était quand même notoirement
pas très solide, assez fragile. En revanche, vous connaissez Apple, il n'y a évidemment toujours pas de chargeur. Alors oui, la charge n'a pas augmenté cette année, mais bon voilà, on aurait aimé un petit chargeur. Je le dis à chaque vidéo, je le dis à chaque fois. Par contre, si vous avez un chargeur avec une entrée USB-C dessus, Apple, vous pouvez le garder, hein. Ne le jetez pas à la poubelle, il marchera très bien avec le nouveau câble. Bon, en revanche, la vitesse de charge, c'est toujours pas génial. Moi, pour tester, je l'ai branché sur un chargeur Samsung Power Delivery 45 watts. Donc normalement, j'avais accès à la pleine puissance et j'ai mis 75 minutes à passer de 8% à 92%. Voilà. Plus d'une heure pour même pas être à 100%. Bon, évidemment, si vous le chargez la nuit, ça va pas changer fondamentalement les choses pour vous. Bon, évidemment, qui dit nouvel iPhone dit photo, c'est un passage obligé, oui, on va en parler. D'autant que cette année, il y a pas mal de choses à dire, puisqu'il y a un passage au x5 sur le Pro Max. Ce qui, à mon grand désarroi, n'est pas le cas sur le Pro, il reste avec son petit x3. Et oui, si vous voulez le meilleur iPhone cette année, vous n'avez pas le choix, il vous faut un paquebot, vous ne pouvez pas aimer les petits smartphones compacts. On reviendra sur le Pro tout à l'heure, intéressons-nous d'abord à la star du jour, le x5. Évidemment, le x5, c'est un pur kiff à utiliser, c'est vraiment quelque chose qui me manquait sur l'iPhone. Quand on sort d'Android avec des x5, des x10, là on était en x3, bon, c'était un petit peu limité. Je trouve que ça ouvre pas mal de possibilités en photo, on peut se mettre loin de son sujet, on a quelque chose d'assez serré, avec un peu de profondeur de champ, et en plus on a la possibilité, si on a quelque chose qui est loin de nous, par exemple en hauteur, eh bien d'aller chercher un petit peu le détail, d'aller chercher un petit peu le piqué, et c'est vraiment très agréable. Le bémol de ça, c'est que si vous teniez au x3 de l'iPhone, eh bien vous ne l'avez plus, vous êtes désormais obligé de vous baser sur le x1. Alors certes c'est du 48 mégapixels, mais ça reste quand même un crop dans l'image, et c'est peut-être un peu moins bien. On vous a fait une vidéo complète sur le sujet, je vous invite à la regarder. Le x1 d'ailleurs, parlons-en, il est assez irréprochable, assez bluffant même. Toutes les photos sont désormais prises en 24 mégapixels de base. Au niveau de la gestion des couleurs, c'est aussi plus réussi je pense cette année, c'est plus naturel, c'est moins jaunâtre que ce qu'on peut avoir les années précédentes. En plus de ça, Apple a intelligemment capitalisé sur son x1 qui est vraiment le meilleur capteur du téléphone, en proposant directement dans l'interface la possibilité de changer de focale et de passer sur du 28 mm ou du 35 mm au lieu du 24 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un zoom numérique sans perte de qualité. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo de Geoffroy. Je pense que le fait que ce soit intégré directement dans l'interface, ça va un petit peu inciter tout le monde à jouer avec, à aller chercher d'autres focales. Et en plus, ça va parler aux photographes qui vont comprendre ce que c'est qu'une focale, ce que c'est que l'angle, qu'est-ce que ça implique. Et donc je trouve que c'est plutôt une très bonne idée, parce qu'après tout on peut le faire avec n'importe quel téléphone, hein, de zoomer dedans, mais là de l'intégrer directement aussi intelligemment, c'est plutôt un beau geste. Ils ont tellement mis le paquet sur le x1, qui est en 24 mégapixels, qui a un piqué extraordinaire, ils ont un x5 à côté qui est vraiment très plaisant à utiliser, etc. Quand on passe sur l'ultra grand angle, c'est un peu sécos. On perd vachement en piqué, on va avoir des détails en fond qui sont cramés parfois sur certaines photos. Si on regarde par exemple des arbres, on va avoir une impression de détail qui est quand même beaucoup moins avancée que sur d'autres capteurs, et c'est un peu dommage. Bon, il y a quand même le mode macro qui permet de rattraper un peu les choses, de s'amuser avec, d'ouvrir d'autres possibilités, mais bon, ça reste un peu gadget. Au global, la photo sur cet iPhone 15 Pro Max, c'est un pur plaisir. On a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là. Moi, je trouve que de temps en temps, le HDR, on va avoir des ombres un petit peu plus bouchées que sur d'autres téléphones. Mais c'est vraiment, voilà, celui-là, je pinaille. C'est sur quelques clichés, et sur le cliché suivant, on l'a pas. Donc voilà, c'est des petits soucis encore d'optimisation, mais rien de méchant. On passons rapidement sur iOS 17. Grosso modo, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à l'année dernière. Il y a quelques petits ajouts, on a le mode veille qui est sympa quand on le branche, Dynamic Island qui intègre quelques trucs en plus, comme par exemple la lampe torche, voilà, c'est sympa. On a d'ailleurs, c'est une grosse nouveauté, on n'en a pas encore parlé, le bouton action qui est une exclusivité des modèles Pro. C'est un bouton qui vient remplacer l'ancien bouton mute des iPhones et qu'on peut personnaliser. On peut par exemple décider que ça ouvre l'appareil photo, que ça permet de passer en mode ne pas déranger, etc. C'est sympathique, mais je trouve qu'on est au début en fait du mouvement et que c'est pas encore ultra développé. Moi j'aimerais bien pouvoir lancer des routines avec, pouvoir personnaliser encore plus l'expérience, appuyer par exemple 3 fois et lancer l'appareil photo, des choses comme ça. Pour l'instant on n'en est pas du tout là, c'est vraiment juste on appuie longtemps et ça fait quelque chose. Ceci étant, il y a plein de bidouilleurs qui sont déjà en train de jouer avec et qui ont trouvé plein de fonctionnalités sympas avec, comme par exemple ouvrir sa voiture, déverrouiller sa porte. J'ai bon espoir, c'est vraiment, comme je vous le dis, le début, et ça ouvre vraiment plein de possibilités, donc c'est quand même sympa. Sur iOS plus spécifiquement, ça reste une interface qui est vraiment une référence, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est ultra fluide, c'est globalement facile d'utilisation. Il y a évidemment un peu moins de personnalisation que sur Android. Bon, c'est le débat éternel, je vais pas vous le refaire, mais globalement on en retire quand même plutôt du positif, voire du très positif. Bon, l'iPhone 15 Pro Max, vous l'avez compris, il est beau, il est bien, c'est un super téléphone, il a plein de qualités, des micro-défauts par-ci par-là, je reviens pas dessus. En revanche, si vous voulez un téléphone plus petit, qu'est-ce que vous pouvez prendre ?
le 15 Pro. Ah bah non, vous avez pas le x5. Ça c'est un peu frustrant quand même. En fait on est déçu parce qu'on voit Apple créer une montée en gamme entre le Pro et le Pro Max qui a pas forcément lieu d'être. On a le droit d'avoir envie d'un petit téléphone qui est le mieux équipé possible dans la gamme. Et aujourd'hui, bah en fait, c'est plus le cas. En revanche, il faut pas totalement balayer le 15 Pro. Même s'il est un petit peu ennuyeux, ça reste un excellent téléphone. Je l'ai utilisé pendant une petite semaine avant le 15 Pro Max. Et bah pareil, c'est de la super machinerie, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que plutôt que de le comparer avec le 14 Pro de l'année dernière, il serait peut-être plus pertinent de remonter par exemple au 12 Pro, puisque le renouvellement moyen d'un client Apple, c'est tous les 3-4 ans. Et là, laissez-moi vous dire que niveau amélioration, ça se pose là. Par rapport au 12 Pro, en achetant un 15 Pro aujourd'hui, on récupère un écran 100 Hz, l'Always On, une meilleure luminosité, un mode macro, style photographique, mode action, enregistrement vidéo en ProRes 4K 60 fps, on a la puce 17 Pro, Dynamic Island, le bouton action, le capteur principal 48 mégapixels qui est vraiment génial, on a un x3 plutôt qu'un x2, une meilleure autonomie, et sans oublier évidemment l'USB-C, qui est quand même sympa. Ça se pose quand même là en termes d'upgrade, et ce serait totalement pertinent de passer peut-être d'un 12 Pro à un 15 Pro, et je pense que c'est exactement ce que se dit Apple, et c'est exactement ça qu'ils visent. Ils veulent viser voilà, les clients qui ont quelques années sur un smartphone et qui ont envie de changer. Bon, je vais pas vous sortir de grands scoops, ce sont évidemment des excellents smartphones dans les deux cas. Ça va évidemment beaucoup dépendre de ce que vous cherchez, notamment niveau format, c'est beaucoup ça qui va déterminer votre choix. Mais dans les deux cas, on vous les recommande. Il n'y a pas de gros red flag, il y a effectivement une autonomie qui nous inquiète un petit peu, il y a une puce qui chauffe un peu, mais bon, rien de dramatique et rien qui justifie de vous dire de passer votre chemin, bien au contraire. Si vous vous sentez de passer sur l'ultra premium côté iOS, ça peut être des très bons choix, sans aucun souci. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, si vous avez aimé, à vous abonner, à regarder nos différents réseaux sociaux. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Salut!